3 ans après ChatGPT, l'IA n'a toujours pas révolutionné la plupart de nos usages. Pourquoi? Comment rattraper cette vague? On en discute ensemble. Parlons. Le partenaire de cette saison, User Testing, vous permet de découvrir ce dont vos utilisateurs ont vraiment besoin afin de prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter IA, pourquoi ça n'a pas révolutionné la plupart de nos usages et surtout comment en tant que designer corriger ça finalement et trouver une application intéressante à cette technologie. Alors quand je dis que ça n'a pas révolutionné la plupart de nos usages, c'est parce que si on regarde la majorité de nos outils quotidiens, ils fonctionnent à peu près de la même façon qu'il y a 3, 4, 5 ans. Si je regarde du côté de mes outils perso, mes messages, ça fonctionne à peu près pareil. Tous les contenus que je vais consommer, je sais pas, du YouTube, du Instagram, les réseaux sociaux, ça a pas tant changé que ça, non plus. Et si je regarde aussi dans ma vie quotidienne les déplacements, donc aller d'un point A à un point B, réserver un train, réserver, ces choses-là, ça a pas changé beaucoup non plus. Et du côté pro, je fais un peu le même constat, hein. La communication, c'est toujours sur Slack et j'écris toujours des messages à la main. Le suivi de to-do et mes notes, moi j'utilise principalement Notion. Je fais à peu près les mêmes actions et de la même façon qu'il y a plusieurs années. Là où ça a peut-être le plus changé, c'est sur le design et le prototypage, où j'ai utilisé de nouveaux outils sur lesquels l'IA a eu un impact, en effet. Et si on revient après sur la partie plus ticketing, suivi de projet, ça a pas trop bougé non plus. Donc malgré une révolution IA, c'est pas frappant dans mes usages, c'est pas frappant dans mes activités du quotidien. Et ça, c'est quand même, vachement étonnant. Parce qu'on en entend parler partout, tout le monde essaye d'intégrer de l'IA. Et je crois que le gros problème autour de ça, c'est que l'IA, c'est pas un usage. Et on a eu la mauvaise approche jusqu'à maintenant. On a tendance un petit peu à venir remplacer une interface par un chatbot et dire on a mis de l'IA dans le produit. Alors, sur le concept, forcément, c'est beau, c'est vendeur, mais cette interface de chat, c'est pas adapté à beaucoup de situations finalement. C'est hyper adapté à la recherche, c'est hyper adapté à la lecture d'informations, mais c'est souvent une toute petite partie de notre travail. Le travail le plus important, c'est de produire de l'information, de produire de nouvelles réflexions, de nouveaux contenus. Et finalement, l'interface de chat, c'est pas super adapté dans ces contextes-là, ou que dans de rares contextes. Et donc, on a tendance à intégrer dans nos produits l'IA pour avoir le tag IA. Donc, on va faire un chat pour faire des trucs avec l'IA. On reprend l'exemple de Notion, si t'es plus haut, hein. Ouais, il y a un chat IA. Franchement, c'est pas ce qui révolutionne mon usage de Notion. Et d'ailleurs, j'utilise finalement assez peu parce que ce que je fais, c'est de rédiger du contenu, de poser mes idées au clair. Et donc, j'ai pas besoin d'un chat IA pour ça. Si on revient encore dans les usages quotidiens, moi j'utilise beaucoup Snapchat pour communiquer. Ils ont intégré un chatbot IA, mais c'est pas la valeur que je viens chercher. Et dans des outils plus de productivité comme Spark, j'ai un chat qui me permet de rédiger un email. Mais en fait, je me suis aperçu qu'à l'usage, finalement, en fait, la valeur de l'email, c'est qu'est-ce que je veux raconter à l'intérieur. Et donc, écrire ce que je veux raconter pour qu'une IA me l'écrive, oui, c'est un petit gain de temps, mais c'est pas un changement radical dans ma façon de travailler. Et au contraire, je me suis rendu compte que j'ai souvent plus vite fait de l'écrire directement moi-même plutôt que d'écrire un draft de ce que je veux, avoir une réponse et réitérer dessus parce que je veux quand même que mes interlocuteurs aient un mail de moi, entre guillemets, avec la façon dont je l'écris et surtout d'utiliser les bons mots pour ce que je veux leur dire. Donc, on voit que ça a été un peu forcé. On a mis de l'IA dans ces 3 outils, pour avoir le tag IA et c'est dommage parce qu'on vient pas forcément corriger la valeur qui pourrait être attendue alors qu'il peut y en avoir. L'autre intégration qu'on a beaucoup vue, c'est le bouton IA pour faire des actions un petit peu magiques. La réécriture, le reformatage, la génération de nouveaux contenus. C'est le cas notamment avec ce qu'a fait Apple sur Apple Intelligence. Franchement, j'ai rarement utilisé ces fonctionnalités également. Du summary, de la réécriture, c'est des choses intéressantes de temps en temps, mais en fait, c'est des choses qu'on n'aurait juste pas fait en temps normal et qui est maintenant possible, mais ça vient presque nous rajouter une étape par rapport à quelque chose qu'on n'aurait juste pas fait parce que
En vrai, ça peut fonctionner comme ça. Et j'ai l'impression que ces usages de réécriture, de reformatage, on les a beaucoup vus au début parce que c'est stylé, c'est impactant, mais je le vois assez peu en termes d'usage autour de moi. Figma a fait des choses assez intéressantes autour de ça, pareil des petits boutons IA pour, supprimer le background, pour retrouver des éléments qui sont intéressantes, mais qui pareil, sont plutôt des petits add-ons plutôt que des apports, des réponses à des problématiques que j'avais. Et même une dernière façon d'intégrer l'IA que j'ai pas mal vue, c'est le fait de remplacer de l'interface par du texte. Strava, ils ont plein de très bons outils pour visualiser, sa course, son run à vélo ou autre et ils ont proposé Athlete Intelligence où c'est des résumés sous forme de texte de notre performance sportive. Mais finalement, on a même perdu en qualité de visualisation parce que maintenant je dois lire un pavé de texte pour, comprendre ma course, au lieu de juste regarder un graphique qui est plus visuel, plus clair. Et du coup, la finalité là-dessus, c'est est-ce que notre utilisateur, il veut utiliser l'IA ou résoudre son problème? Alors c'est une question un peu ironique dans un podcast de design. On se doute de la réponse, a priori, il veut plutôt résoudre son problème qu'utiliser l'IA. Et pourquoi toutes ces boîtes, du coup, n'ont pas réussi à faire ça, n'ont pas réussi à répondre à des usages et ont juste intégré l'IA? Alors j'ai quelques pistes, pistes de réflexion pour vous aider à franchir le cap, qu'on va discuter tout de suite. Juste avant, petit break pour parler du partenaire de cet épisode, UX France. Comme tu le sais, je considère que les projets réels, hors entreprise, c'est la meilleure manière d'évoluer en design. Ça tombe super bien parce que c'est exactement ce que propose UX France. Ils ont une formation en ligne sur 5 semaines avec des horaires fixes, des profs experts et un rythme bien soutenu. Bon, ça voilà, c'est la base, mais surtout pendant la formation, tu vas travailler sur un vrai projet associatif concret en rencontrant, des utilisateurs et en créant un vrai prototype de bout en bout. Donc c'est vraiment une formation complète. Elle délivre un diplôme certifié par l'État et c'est éligible CPF, OPCO, France Travail. J'ai été, discuter avec des anciens élèves pour valider la qualité de la formation et j'ai eu des super retours. Je peux que vous le recommander. Il y a seulement 14 places disponibles dans la prochaine session qui commence, là très bientôt. Donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Je t'invite à passer au niveau supérieur en rejoignant la formation de mon partenaire UX France. Revenons au podcast. Comment est-ce qu'on peut réussir à passer ce cap de l'IA pour l'IA et plutôt réussir à venir résoudre des problèmes grâce à l'IA? À mon avis, le plus gros problème qu'on rencontre, c'est que les designers ne sont pas conscient forcément des possibilités ouvertes par l'IA. Et si on n'est pas conscient de ce que ça permet de faire, c'est super dur de designer des fonctionnalités qui prennent en compte cette capacité. On a trop tendance à voir l'IA comme une fonctionnalité en elle-même, et du coup on va venir mimique, on va venir recopier les intégrations de l'IA qu'on a déjà vues. Alors que l'IA, c'est une technologie. L'IA, comme les bases de données il y a, plusieurs dizaines d'années, comme le streaming vidéo ou, comme les flux algorithmiques, c'est tout simplement des technologies. Ensuite, on peut les utiliser de tonnes de manières différentes et c'est cette utilisation qui va être intéressante. Mais si on veut créer des bonnes features avec l'IA, on ne doit pas réfléchir en: «Qu'est-ce que je peux faire avec l'IA?» mais plutôt: «J'ai un problème, comment je peux le résoudre? Ah tiens, l'IA est un bon outil pour le résoudre parce qu'il est capable de faire ça, ça ou ça.» Au lieu de comprendre, au lieu de répéter tout simplement comment les autres ont intégré l'IA, on va être capable de comprendre qu'est-ce que permet l'IA, et alors c'est un grand terme, pour pouvoir l'exploiter au bon moment en tant qu'une solution à un problème et non une fonctionnalité en tant que telle. Alors ça, c'est dû à pas mal de choses. Il y a forcément cette trend AI qui nous donne envie d'en mettre partout, mais sans suivre finalement le parcours design classique, d'identifier la problématique, s'assurer que c'est la vraie bonne problématique et de trouver des façons de la résoudre. Et il y a cette méconnaissance des capacités de l'IA qui nous emmène à choisir un petit peu la solution de facilité. Donc, ce que je veux vous inviter à faire avec ce podcast, c'est d'aller comprendre, d'aller avoir la curiosité de comprendre la technologie en profondeur pour identifier, pour être en capacité d'identifier lorsque la technologie IA peut répondre à une problématique existante de vos utilisateurs. On a besoin, si on veut pouvoir rider cette vague de la meilleure des manières en tant que designer, de jouer avec cette technologie, de tester, de construire des choses avec cette technologie, et pas en l'utilisant en tant qu'outil, mais vraiment en tant que matière de travail, en tant que façon de répondre à des problématiques.
Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec une base de données, on peut enregistrer, modifier, supprimer une information. Donc si on veut designer une interface, par exemple de comptabilité, où il y a besoin d'enregistrer des paiements, de pouvoir les modifier, de pouvoir les supprimer, si on design une interface qui permet de faire ces actions-là, on sait que les développeurs vont être en capacité de le faire. Pareil, on sait que, on peut streamer de la vidéo et faire des commentaires en direct parce qu'on l'a vu plein de fois. On sait que les technologies permettent de faire ça. Donc on peut se permettre de designer ces choses-là. Mais en fait, si on ne sait pas ce que peut faire un LLM, donc un Large Language Model, si on ne sait pas ce qu'on peut faire grâce à des embeddings, si on ne sait pas ce qu'on peut faire avec des outils donnés à des agents LLM, on ne va pas être en capacité de designer une fonctionnalité utilisant cette technologie pour répondre à une problématique. Parce qu'on va tout simplement se faire bloquer par les contraintes de la technologie au lieu de l'exploiter comme une solution à une problématique. Si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas designer en profitant de cette technologie. Faut absolument aller jouer les savants fous, mettre les mains dedans pour comprendre tout ça. Alors, malheureusement, c'est trop long pour qu'on détaille tous ces use cases et le détail de cette technologie aujourd'hui dans cet épisode, mais je suis en train de préparer une conf hyper concrète sur le sujet. J'ai essayé de vous partager ça aussi dans les prochains épisodes, faire des épisodes dédiés, des focus, peut-être un repartage de cette conf une fois que je l'aurai partagé. En attendant, j'ai une reco à vous donner, c'est d'aller tester sur Google AI Labs, c'est la plateforme de Google pour tester leurs différents modèles. Ça permet de jouer avec les modèles de Google gratuitement, de tester les différentes options, de tester les outils, de tester le formatage, de tester plein de choses. Et c'est la première étape pour mieux comprendre les capacités de ces outils. Ils ont l'avantage d'être hyper versatiles, hyper simples d'accès, hein. Tout le monde, en tout cas dans la tech, a déjà testé ChatGPT, a déjà testé Gemini de Google ou autre. Et dès qu'on va rentrer dans les outils un peu plus tech, donc le Google AI Labs par exemple, le OpenAI Playground, on va rentrer avec les outils développeurs, on va encore passer un cap dans un autre monde. Et plus on va avancer comme ça, à se rapprocher de la tech pure, plus on va en comprendre les capacités. Donc tenez-vous bien au courant parce qu'on va en parler pas mal dans les prochains épisodes. Si ça vous intéresse, je serai hyper preneur de vos feedbacks justement là-dessus. Mais voilà, l'invitation de ce podcast, c'est soyez curieux, prenez une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour jouer, tester des choses, voir en fait ce qui est possible. C'est comme ça qu'on va pouvoir designer une meilleure fonctionnalité. D'ailleurs, récemment, il y a des outils qui m'ont vraiment bien surpris et pour moi, ils ont vraiment compris ça. Ils ont arrêté de penser techno, ils ont repensé à nouveau usage et sont venus utiliser cette technologie IA finalement comme une solution à ces problèmes. Jira, on les attendait pas forcément là-dessus, mais ils ont clairement identifié ce problème en entreprise, il y a plein d'acronymes, tout le monde s'y perd dans le vocabulaire et donc ils sont venus, grâce à l'IA, mettre en avant les acronymes au sein des, tickets ou des pages Confluence. Et quand on les survole, on va avoir une définition de l'acronyme directement. Et ça, c'est un très bon usage de l'IA, non pas comme un énième chatbot où on peut demander c'est quoi cet acronyme, mais juste quelque chose de proactif qui met en valeur les éléments qu'on ne comprend pas et vient nous donner une réponse immédiatement. Une autre entreprise intéressante, c'est sur le problème de la prise de notes. Alors on sait que la prise de notes, quand on le fait en live, c'est pas super quali, mais quand on le fait pas, souvent on a un résumé qui va pas forcément correspondre à ce que nous on voulait garder en tête. Et Granola, ils sont venus mixer ça, c'est-à-dire tiens, on va prendre vos notes écrites, on va prendre l'enregistrement audio et on va combiner les deux grâce à l'IA pour en faire des notes de qualité mais qui représentent ce que vous voulez garder en tête. Et ça, c'est un très bon use case également. Et on voit qu'ils sont venus passer par cet angle de comment on vient résoudre le problème de la prise de notes. Et tiens, l'outil qui permettait ça, c'était l'IA et pas l'inverse. Et autre dernier exemple intéressant, Airtable. Ils avaient clairement un problème sur la learning curve pour rédiger des formules comme sur Excel, Google Sheets, etc. On sait que c'est compliqué, qu'il y a peu de gens qui maîtrisent. Et à ce moment-là, ils sont venus intégrer une petite box de prompt. C'est encore une fois pas un chat complet, pas un bouton magique, mais juste une petite box de prompt dans lequel on peut décrire sa formule et ils viennent la générer pour nous. C'est très simple, c'est très minimaliste, mais ça fait le travail. Et encore une fois, l'IA n'est pas ce qu'on met en avant sur ces 3 outils dont je vous ai parlé, c'est juste une solution technologique qui a permis quelque chose qui avant n'était pas possible.
Dans cette ère de l'IA, à mon avis, notre meilleur atout, ça va être d'être curieux, d'aller expérimenter et de pas, et d'oser finalement se mouiller les mains, aller voir la réalité du terrain. Si ça vous dit, on va en parler dans les prochains épisodes avec des deep dives hyper concrets. Votre avis m'intéresse. S'il y a quelque chose qui vous tente, on fera ces épisodes-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, probablement on restera plutôt focus sur des sujets pur design. Mais je pense vraiment que comprendre la tech sera un très très bon atout pour nous en tant que designers afin de pouvoir construire les fonctionnalités de demain. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Vous pouvez également laisser un petit 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ça me motive vachement à continuer le podcast. Forcément, là, on va être à plus de 400 épisodes d'ici la fin de la saison. Donc, c'est assez ouf. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent le podcast depuis des années ou juste depuis quelques épisodes. C'est un plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Parlons design. Parlons design.